Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat, à suivre cet après-midi en direct sur notre antenne l'examen du projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles. Ce texte concerne des aspects très différents de l'activité judiciaire, comme par exemple la réforme des juridictions de proximité, la réforme en matière de divorce ou encore le recours à une médiation familiale. L'objectif est de rendre la justice plus simple et plus accessible. Les sénateurs qui ont examiné ce texte en commission ont cependant regretté que l'examen de ce projet de loi intervienne dans un contexte budgétaire restreint. Tout de suite, donc, direction l'hémicycle du Sénat pour suivre la discussion générale. Très bonne séance à tous. La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles sous procédure accélérée. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Michel Mercier, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés. Bonjour Madame la Présidente. J'essaye, mais il est dur. Oui. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des lois, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs, le projet de loi qui vous est soumis s'inscrit pleinement dans un mouvement initié en 2009 et destiné à mettre en œuvre les propositions de la Commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard, qui avait rendu ses excellentes conclusions en juin 2008. Outre la loi du 22 décembre 2010 et la loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées qui ont mis en œuvre nombre de ces préconisations, d'autres mesures significatives ont été adoptées dans des textes différents. Je veux rappeler que, notamment, dans la loi du 12 mai 2009, il est créé un pôle famille au sein des tribunaux de grande instance et qu'avec la loi du 1er juillet 2010 est réformé le traitement du surendettement. C'est donc à la lumière de l'ensemble de ces importantes réformes qui redessinent notre organisation judiciaire que le projet dont nous débattons aujourd'hui doit être examiné. Ce projet poursuit deux objectifs principaux. Tout d'abord, améliorer la répartition des contentieux en procédant à une clarification de l'organisation judiciaire et simplifier, enfin, les procédures en procédant à un allègement des règles pour un traitement plus efficace des litiges. Tout d'abord, l'effort de clarification et de simplification de la répartition des contentieux est au cœur du texte. Cette clarification des compétences s'imposait comme une nécessité après la réforme de la carte judiciaire entrée en vigueur au 1er janvier dernier. Avec une carte judiciaire plus cohérente et mieux structurée, qui constituait une première étape indispensable, elle devait s'accompagner d'une répartition plus claire et plus rationalisée des compétences. Et tel est bien l'objet de ce texte qui offre une plus grande lisibilité pour les juridictions de première instance entre le rôle du tribunal d'instance et celui du tribunal de grande instance. Cette plus grande lisibilité supposait par ailleurs la suppression de la juridiction de proximité créée par la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 décembre 2002. En effet, la commission Guinchard a souligné la confusion et la complexité introduites pour les justiciables et les praticiens par l'existence de ce troisième ordre de juridiction. Pour autant, à la lumière de l'expérience, l'apport des 672 juges de proximité dans la vie de nos tribunaux est indéniable. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a choisi de les maintenir et de les intégrer au sein des tribunaux de grande instance. Ce repositionnement contribuera à améliorer le dialogue et les échanges entre les juges professionnels et les juges de proximité. Quelles seront les nouvelles missions des juges de proximité ? Ils pourront participer aux audiences collégiales des tribunaux de grande instance, non plus seulement en matière pénale, mais aussi au civil, ce qui d'ailleurs leur permettra dans ce domaine aussi de procéder à des mesures d'instruction, telles que transport sur les lieux ou audition des parties et des témoins. Ils pourront en outre se voir confier
la procédure non contradictoire d'injonction de payer, celle-ci relevant désormais du tribunal de grande instance au-delà du seuil de 10 000 euros. Les juges de proximité conserveront enfin leurs compétences s'agissant des contraventions des 4 premières classes. Votre commission des lois, sous l'impulsion de votre rapporteur, dont je salue le travail de grande qualité, a approuvé les dispositions du texte sur ce point. Je sais qu'elle s'interroge encore sur certaines de leurs conséquences. Pour ma part, je suis très attaché à la cohérence de la réforme, mais nous en débattrons naturellement le moment venu. Par ailleurs, le texte poursuit aussi un effort de spécialisation pour les contentieux les plus complexes et requérant un haut degré de technicité, afin d'améliorer l'efficacité des enquêtes et instructions et de réduire les délais de jugement. Le projet institue donc plusieurs pôles spécialisés en matière pénale. Je me réjouis du consensus autour de ces dispositions, tant elles représentent une avancée d'importance dans les contentieux sensibles et qui sont en cause. Ainsi, un pôle national compétent pour les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre verra le jour au sein de la juridiction parisienne. Et à l'initiative de la commission des lois, ce dont je me réjouis, il aura aussi compétence pour les crimes de torture visés par la Convention de New York du 10 décembre 1984. Par cette spécialisation des magistrats et des enquêteurs, nous améliorerons le traitement des procédures dans ce domaine. En outre, à la suite de l'amendement du gouvernement, le texte issu de la commission des lois prévoit des capacités d'enquête renforcées pour la recherche des auteurs de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. L'ensemble de ces mesures souhaitées par le gouvernement, mais réclamées aussi par de nombreuses ONG, sont ainsi un signal fort de la volonté de la France de lutter contre les crimes les plus graves et de disposer ainsi des outils les plus efficaces pour assurer le respect de nos engagements internationaux. Le projet de loi crée par ailleurs des pôles régionaux compétents pour les accidents collectifs. L'expérience a en effet montré que la prise en charge judiciaire des grandes catastrophes pouvait s'avérer difficile. Par nature, ces événements peuvent survenir en tout lieu de notre territoire et parfois dans le ressort de petites juridictions. Je pense par exemple au dramatique incendie dans le tunnel du Mont-Blanc ou à l'accident aérien du Mont-Saint-Odile. Eu égard à leur ampleur et la technicité des questions qu'elles soulèvent, ces affaires doivent pouvoir être instruites et jugées par des juridictions spécialisées. Les associations de victimes de ces accidents avaient d'ailleurs appelé de leur vœu une telle évolution. En matière d'organisation judiciaire, le texte procède à une modification importante de la justice militaire, en supprimant le tribunal aux armées de Paris et en attribuant à la juridiction parisienne la compétence pour les infractions commises en temps de paix hors du territoire de la République par les membres des forces armées ou à l'encontre de celles-ci. La spécificité de ces infractions n'est pas niée, puisque celles-ci seront jugées par les formations du tribunal de grande instance et de la Cour d'appel de Paris spécialisées en matière militaire. Cette mesure de cohérence et de simplification est aussi importante symboliquement, car elle finalise l'intégration en temps de paix de la justice militaire dans la justice de droit commun. Comme vous l'avez noté, monsieur le rapporteur Cléache, cette réforme est bien accueillie tant par les magistrats et les auxiliaires de justice que par les militaires. La Commission de la Défense a en outre saisi cette occasion pour procéder à des clarifications, qu'il s'agisse de la juridiction compétente pour les faits commis à bord des navires ou aéronefs et de simplifier également et harmoniser la définition de la désertion. L'effort de clarification de notre organisation judiciaire se double d'un effort de clarification des procédures qui constitue le second axe fort du projet. Les dispositions soumises à votre examen apportent des allègements de procédures tant en matière civile qu'en matière pénale. Elles ouvrent de nouvelles perspectives pour le règlement rapide et efficace des contentieux qui ne présentent pas de difficultés particulières. C'est ainsi que le texte permet de définir les juridictions compétentes pour connaître des demandes formées en application de 2 règlements communautaires instaurant une procédure d'injonction de payer européenne et une procédure de règlement des petits litiges. Par ailleurs, afin de prendre acte d'un récent arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, je vous proposerai une adaptation de notre réglementation relative à l'inscription des experts sur les listes des juridictions. Le texte étend également le champ des procédures pénales simplifiées. Cette mesure de rationalisation permet notamment de réduire les délais de jugement et par là même d'améliorer la pédagogie de la sanction pénale.
Ainsi que l'a proposé la commission Guinchard, le projet de loi prévoit de développer le recours à l'ordonnance pénale, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la procédure d'amende forfaitaire ou encore la transaction pénale. Comme l'a souligné très justement monsieur le rapporteur Detraigne, le dispositif permet de réserver des audiences correctionnelles aux contentieux les plus complexes et les plus sensibles. Le texte du gouvernement prévoyait que la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité serait possible pour tous les délits, quelle que soit la peine encourue. J'ai cependant pris acte que votre commission avait souhaité exclure du champ de la CRPC les violences volontaires et involontaires contre les personnes, les menaces et les agressions sexuelles aggravées. Et votre commission a plutôt été bien inspirée compte tenu du texte que je présenterai bientôt devant le Sénat. L'ordonnance pénale pourra être utilisée pour de nombreux délits d'une gravité modérée, autres que ceux portant atteinte aux personnes. L'amende forfaitaire sera étendue à certaines contraventions de 5e classe et la transaction à certaines infractions en droit pénal de la santé publique, en droit de la consommation et en droit de la concurrence. Je sais que ces procédures provoquent chez certains des réticences, mais je ne crois pas qu'elles soient justifiées. Ces procédures ont en effet fait la preuve de leur efficacité et du souci constant du respect du droit des personnes et de la défense. De plus, si ces procédures sont habituellement désignées sous le terme de procédures simplifiées, je les qualifierais plutôt, pour ma part, de procédures acceptées. En effet, leur caractéristique commune est de ne pouvoir prospérer que si la personne poursuivie accepte la peine proposée par le procureur de la République dans la CRPC, décidée par le juge dans l'ordonnance pénale ou prévue par la loi en cas d'amende forfaitaire. Or, quand cela est possible, il me semble qu'une peine acceptée est toujours préférable à une peine imposée. Il n'y a donc pas lieu de craindre ces procédures qui sont entourées de nombreuses garanties que le présent projet de loi renforce sensiblement, notamment pour l'ordonnance pénale. Le texte prévoit enfin 2 modifications importantes en matière de divorce. La première concerne le divorce par consentement mutuel et la seconde, l'expérimentation du recours préalable obligatoire à la médiation familiale. Le projet du gouvernement reprend tout d'abord une des recommandations phares du rapport de la commission Guinchard qui avait été adopté à l'unanimité de ses membres. Il prévoit en effet que la comparution personnelle des époux devant le juge aux affaires familiales ne sera plus obligatoire dans le seul cas du divorce par consentement mutuel de couples sans enfants mineurs en commun. Votre commission des lois a supprimé cette disposition du projet. Aux yeux du gouvernement, pourtant, cette disposition était respectueuse des droits des parties. Je veux à cet égard souligner que le contrôle du juge reste intact. Il devra évidemment, dans tous les cas, s'assurer de l'intégrité du consentement de chacun des époux et du respect des intérêts de chacun d'entre eux dans la convention de divorce. En outre, l'accès au juge par les parties sera de droit dès lors que l'un des époux en fera la demande. Et le juge, dès lors qu'il l'estimera nécessaire, pourra aussi organiser cette comparution de sa propre initiative. Enfin, la comparution des époux restera obligatoire lorsque le juge envisage de refuser l'homologation de la convention. Au fond, la mesure soigneusement encadrée aura la vertu de permettre au juge aux affaires familiales de se concentrer davantage sur les cas les plus sensibles et plus complexes. Le projet de loi prévoit également une plus grande transparence des prix pratiqués en matière de divorce par consentement mutuel. Votre commission a souhaité aller plus loin en généralisant l'obligation pour l'avocat d'établir une convention d'honoraires obligatoire dans tous les cas de divorce. Par ailleurs, elle a souhaité maintenir, à juste titre, un barème indicatif établi par le garde des Sceaux sur avis du Conseil national des barreaux. L'amendement que vous proposera le rapporteur viendra opportunément préciser ce dispositif. Enfin, vous le savez, le gouvernement s'attache à développer une véritable culture de la médiation et de la conciliation. C'est dans cette perspective que le projet de loi propose d'expérimenter en matière familiale un dispositif de médiation obligatoire avant toute saisine du juge sous peine d'irrecevabilité de la demande. En effet, la médiation, qui permet de renouer le dialogue entre parents séparés, facilite la conclusion d'accords équilibrés. La sensibilité du contentieux familial rend d'autant plus nécessaire la recherche de l'adhésion des parents, indispensable à la bonne exécution des engagements pris. Ce dispositif, recommandé à l'unanimité par la commission Guinchard, ne s'appliquera que lorsque le juge aura déjà
statuer une première fois sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ou sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Ainsi, l'accès direct au juge n'est pas remis en cause par l'expérimentation pour les cas où il n'a jamais eu à connaître de la situation d'une famille. Par ailleurs, la médiation préalable obligatoire ne sera pas exigée dans deux hypothèses, soit lorsque les parents sont d'accord sur les modifications envisagées, soit si un motif légitime est invoqué. Ce critère permettra de répondre à la diversité des situations qui pourraient se présenter afin d'assurer l'accès effectif au juge. Votre commission des lois a souhaité étendre les dérogations à ce dispositif au cas où un parent déclare ne pas s'opposer à la demande de l'autre parent ou lorsque la médiation ne peut être mise en œuvre dans un délai raisonnable, mais ces rédactions me paraissent pouvoir être précisées. En effet, si l'accord des parties justifie pleinement de leur éviter un recours à la médiation, ce n'est pas nécessairement le cas d'une simple absence d'opposition de l'une d'entre elles, notamment si celle-ci n'est pas présente ou représentée lors de l'audience. C'est précisément le cadre de la médiation qui permettra de s'assurer de la réalité de l'absence d'opposition. Par ailleurs, la référence au délai raisonnable me semble pouvoir trouver sa place parmi les motifs légitimes permettant l'accès direct au juge. Je vous présenterai donc un amendement sur ces sujets. Certains ont exprimé leurs craintes sur ce nouveau dispositif, mais je le crois utile et équilibré. Tout d'abord, nous connaissons tous les limites du tout judiciaire et les modes alternatifs de règlement des conflits ont fait la preuve de leur efficacité et de leur pertinence. Ensuite, l'expérimentation permettra de tester l'efficacité de cette nouvelle mesure et d'appréhender très précisément les besoins et les améliorations nécessaires à sa généralisation. Enfin, je serai amené à vous présenter d'autres amendements visant à abroger la loi du 12 juillet 1909 relative aux biens de famille insaisissables, instaurer un nouveau dispositif permettant d'adapter le moment venu, en accord avec la profession, le régime de la postulation des avocats devant les TGI. En effet, la modification au cas par cas au niveau de la loi de l'étendue du monopole de postulation des différents barreaux ne satisfait personne, comme l'expérience récente le montre. Je vous proposerai donc, en lieu et place de ce qui a été voté il y a quelques semaines, un dispositif solide qui permettra de traiter ces questions dans la sérénité et la concertation dès lors que vous l'aurez adopté. Assouplir les exigences de domiciliation, enfin, en matière de célébration du mariage, en permettant désormais, ça j'insiste sur cette mesure, notamment pour les petits villages, en permettant désormais que les unions de nos enfants puissent être célébrées dans les communes de résidence de leurs parents. Cet amendement répond à une demande forte des élus et je suis heureux de pouvoir vous la proposer. La commission présidée par le recteur Guinchard appelait à l'ambition d'une justice apaisée, apaisée pour le justiciable, apaisée pour tous les acteurs judiciaires aussi. Je crois que par ces avancées nombreuses, le texte soumis à votre examen constitue un pas significatif dans ce sens, pour une justice qui soit mieux comprise, plus accessible et qui, grâce aux allègements et aux clarifications que nous proposons, verra son fonctionnement substantiellement amélioré. Cette ambition pour une justice efficace et de qualité, je le sais, est aussi la vôtre. Le texte nous donne des clés pour y parvenir. Je sais pouvoir compter sur la qualité de vos débats pour donner toute leur ampleur à ces évolutions. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Yves Détraigne, rapporteur de la Commission des lois. Madame la Présidente, Monsieur le garde des Sceaux, mes chers collègues, le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles trouve essentiellement son inspiration dans le rapport de la Commission sur la répartition des contentieux, présidé par le recteur Guinchard, qui a été remis au garde des Sceaux en juin 2008 et dont plusieurs propositions ont d'ailleurs déjà été reprises par le Parlement. Ce texte embrasse des sujets très divers, aussi divers que ceux dont connaît finalement chaque jour la justice. Et ce nouveau mouvement de simplification et d'allègement des procédures intervient au moment où l'institution judiciaire est confrontée à de profondes mutations. La réforme de la carte judiciaire de juridiction va gérer une pénurie de moyens humains et matériels
par exemple, je l'ai constaté à plusieurs reprises ces dernières années, conduit à supprimer dans les derniers mois de l'année les audiences des juges de proximité ou leur participation en tant qu'assesseurs aux formations collégiales des tribunaux, faute tout simplement, si je puis dire, de leur vacation. Cette situation doit donc être prise en considération lorsqu'il s'agit de modifier l'organisation judiciaire ou d'alléger les procédures, car il importe de vérifier que les mesures envisagées vont bien se traduire par un meilleur fonctionnement de l'institution judiciaire, car c'est ça finalement l'objectif. Si l'objectif d'efficacité doit donc être pris en compte, il ne doit pas pour autant conduire à négliger des exigences aussi fondamentales que l'accès à la justice ou le droit à un jugement dans un délai raisonnable. C'est donc dans cet esprit que votre commission, la commission des lois, a examiné ce projet. J'évoquerai principalement à cette tribune 4 thèmes qui me paraissent essentiels dans le projet, même s'il y a d'autres sujets qui sont examinés. D'abord, la suppression de la juridiction de proximité et la redéfinition des missions du juge de proximité. Ensuite, la création de nouvelles juridictions spécialisées. Puis l'extension du recours aux procédures rapides ou simplifiées ou acceptées, comme a dit le garde des Sceaux, de jugement. Et enfin, l'allègement des règles de procédure dans le domaine familial. Donc d'abord, la suppression de la juridiction et la redéfinition des missions du juge de proximité. Le rapport Guinchard que la juridiction de proximité, qui avait été créée, je vous le rappelle, en 2002-2003, n'a pas atteint les objectifs ambitieux qui lui avaient été assignés. Justice réconciliée avec. Aussi, cette commission a-t-elle préconisé purement et simplement de cette juridiction. Tout en reprenant cette préconisation, le gouvernement propose cependant de maintenir les juges de proximité en les rattachant au tribunal de grande instance, ce qui leur permettrait de travailler au contact des juges professionnels. Cette réforme tend donc à maintenir les fonctions de juges de proximité pour statuer en matière pénale, mais supprime leurs compétences en matière de contentieux civil. Le projet de loi retire ainsi aux juges de proximité leurs compétences en matière de contentieux civil relatifs aux actions personnelles ou mobilières jusqu'à une valeur de 4 000 €, mais ne leur retire pas leurs compétences en matière pénale pour statuer sur les contraventions des cas de première classe. La Commission a considéré que l'augmentation des moyens des tribunaux d'instance constituait une condition nécessaire à la suppression des fonctions des juges de proximité au contentieux civil. En effet, cette réforme ne pourra être mise en œuvre sans que des moyens supplémentaires soient accordés aux tribunaux d'instance qui vont subir, du fait du départ des juges de proximité, le transfert de plus de 100 000 affaires civiles nouvelles. On peut d'ailleurs estimer à une soixantaine d'emplois équivalents temps plein de magistrats les besoins des tribunaux d'instance de ce fait. J'aimerais d'ailleurs, Monsieur le garde des Sceaux, pouvoir vous entendre à ce sujet quand nous l'aborderons. La commission des lois a également approuvé l'extension au TGI, au tribunal de grande instance, de la procédure d'injonction de payer, afin tout simplement de simplifier l'exercice de l'opposition par le défendeur lorsque la requête en injonction de payer porte sur un montant supérieur à 10 000 €. Elle souhaite toutefois compléter cette mesure pour assurer une procédure uniforme dans ce domaine et ne pas exposer les justiciables à des dépenses supplémentaires dans la mesure où la présentation d'une requête devant le TGI nécessite le recours à un avocat. Deuxième domaine sur lequel je veux vous dire quelques mots, la création de nouvelles juridictions spécialisées. Le projet crée de nouvelles juridictions spécialisées afin de renforcer l'efficacité de notre justice pénale dans des contentieux qui se distinguent particulièrement par leur complexité et leur technicité. Serait ainsi créé un pôle judiciaire spécialisé pour les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre au sein du TGI de Paris, d'une part, et des juridictions spécialisées pour les accidents collectifs, j'allais dire les grandes catastrophes, d'autre part. La Commission a souhaité étendre la compétence et les moyens du nouveau pôle judiciaire spécialisé pour les crimes contre l'humanité. Elle a en effet voulu lui attribuer compétence d'une part en matière de crimes et délits de guerre qui ont été inscrits dans notre code pénal en 2010, et d'autre part en matière de crimes de torture, tels que ceux visés par la Convention de New York du 10 décembre 1984. Elle a également voulu lui permettre d'utiliser les mesures d'investigation que le Code de procédure pénale prévoit aujourd'hui
pour le pôle spécialisé en matière de criminalité organisée et de terrorisme, tels que l'infiltration ou la sonorisation. La Commission a par ailleurs adopté une disposition visant à faciliter les investigations à l'étranger des magistrats chargés de l'instruction de ces crimes et délits afin de leur permettre de conduire eux-mêmes, dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, l'audition des témoins dans un État étranger. J'ajoute, Monsieur le Ministre, qu'il paraît en outre indispensable à votre commission qu'une équipe de magistrats puisse se consacrer exclusivement à ce type d'affaires et que des enquêteurs spécialement consacrés aux crimes contre l'humanité et crimes de guerre soient mis à sa disposition. Par ailleurs, en complément à la création de juridictions spécialisées en matière d'accidents collectifs, la commission des lois a inséré 2 articles additionnels précisant les dispositions permettant aux associations et fédérations d'associations défendant les victimes d'accidents collectifs d'obtenir des dommages et intérêts. Troisième thème, la commission des lois a souhaité préciser l'extension du recours aux procédures simplifiées de jugement. Le projet de loi propose d'étendre le champ de 3 procédures pénales simplifiées: l'ordonnance pénale, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la CRPC, et le système contraventionnel. Si les procédures simplifiées de traitement des affaires pénales se sont bien développées et permettent de réserver les audiences correctionnelles aux contentieux les plus complexes ou les plus sensibles, vous l'avez rappelé, Monsieur le garde des Sceaux, elles se doivent néanmoins de concilier les droits de la défense et les droits de la victime. À cet égard, la Commission a approuvé les dispositions du projet de loi tendant à étendre de façon limitée le champ de ces procédures, sous réserve toutefois de plusieurs aménagements. Dans un souci de pédagogie de la réponse pénale et afin de mieux prévenir la récidive, la Commission a précisé que l'ordonnance pénale ne pourra pas être utilisée lorsque les faits auront été commis en état de récidive légale. Par ailleurs, elle a souhaité que la procédure de CRPC, qui est étendue pour certaines infractions punies de peines supérieures à 5 ans d'emprisonnement en matière de trafic de stupéfiants ou d'escroquerie, par exemple, ne puisse pas non plus être utilisée dans les cas d'atteinte les plus graves aux personnes. En effet, le préjudice subi par la victime dans de telles affaires suppose que la culpabilité de la personne mise en cause puisse être systématiquement discutée contradictoirement devant le tribunal correctionnel. La CRPC offrant un outil utile pour le règlement d'affaires dans lesquelles l'auteur des faits reconnaît sa responsabilité et accepte la sanction proposée, votre commission a en outre souhaité autoriser sa mise en œuvre et avec l'accord de l'ensemble des parties lorsque les faits reprochés à la personne mise en examen constituent un délit. Sur la proposition d'extension de la procédure de forfaitisation aux contraventions de 5e catégorie, la commission des lois a émis un avis favorable, mais elle a souhaité cependant en exclure les contraventions qui deviennent un délit lorsqu'elles sont commises en état de récidive légale. Sur la transaction pénale, enfin, votre commission a estimé que le recours à cette procédure dans certains contentieux techniques permettra en effet d'offrir à l'autorité administrative habilitée à engager des poursuites un outil de réponse efficace et dissuasif sous le contrôle du parquet. C'est pourquoi elle a souhaité étendre le champ de cette procédure, d'une part en matière de droit de la concurrence et de la consommation, et d'autre part en matière de lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme. Quatrième point sur lequel je voudrais insister, l'allègement des règles de procédure en matière familiale. La commission des lois a rejeté la disposition dispensant de comparution devant le juge aux affaires familiales les couples sans enfants mineurs dans le cadre du divorce par consentement mutuel. L'article 13 du projet de loi, ça a été rappelé, prévoyait en effet que ces derniers n'auraient plus à comparaître personnellement et systématiquement devant le juge. La Commission considère que la réforme de 2004 est déjà allée très loin en matière de simplification procédurale pour les parties. Ainsi, la durée moyenne de l'audience, aujourd'hui toutes phases comprises, n'est-elle plus que de 20 à 25 minutes. Il me paraît nécessaire que la séparation d'un couple marié soit entourée, je dirais, d'une certaine solennité, symétrique de celle du mariage, qui n'est pas l'union libre ni le Pacs, quand bien même les parties se seraient entendues sur tous les aspects de leur divorce. Car le divorce, pas plus que le mariage, n'est un acte banal et ne doit pas le devenir. Par ailleurs, l'entrevue des époux avec le juge
permet à celui-ci de s'assurer de la réalité du consentement de chacun des conjoints, de l'absence de contraintes plus ou moins directes pesant et de sa compréhension des effets du divorce tel conclu avec l'autre partie les organismes. La Commission va maintenir des procédures garantissant l'équilibre entre les parties et l'accès effectif à un juge dans le cadre du divorce par consentement mutuel. En outre, l'article 14, qui est relatif à la régulation d'avocats pour la procédure de divorce par consentement, la Commission a voulu améliorer la prévisibilité des honoraires à acquitter. Elle a donc choisi un dispositif plus contraignant, mais conciliable avec la liberté de fixation des honoraires. La convention d'honoraires serait obligatoire pour toutes les procédures de divorce, ce qui reste compatible avec les libertés contractuelles, mais les justiciables pourraient s'appuyer sur un barème indicatif élaboré par la Chancellerie en collaboration avec le Conseil national des barreaux à partir des usages observés. Ce point pourra d'ailleurs être précisé lors de nos débats. La Commission a par ailleurs encadré l'expérimentation proposée pour 3 ans de l'obligation de recourir à la médiation familiale pour les actions tendant à faire modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale fixées par une décision de justice. J'ai bien entendu ce qu'a dit juste avant moi Monsieur le garde des Sceaux. La médiation familiale, c'est une très bonne chose. Mais la saisine du juge aux fins de modification de ces mesures devrait donc, selon le projet de loi, être précédée, à peine d'irrecevabilité, par une tentative de médiation, sauf si les parents sont d'accord sur les modifications envisagées ou si un motif légitime justifie une saisine directe du juge. Le développement de la médiation, je l'ai dit, est une bonne chose, mais ce développement requiert des moyens importants qui n'existent pas aujourd'hui. Dans le cadre de la seule expérimentation qui est envisagée sur 5 départements, si mes calculs sont bons, 5 169 dossiers qui sont actuellement traités directement par le juge aux affaires familiales devraient faire l'objet d'une médiation préalable. L'expérimentation nécessiterait donc à elle seule de l'ordre de 103 équivalents temps plein de médiateurs familiaux supplémentaires. En cas de généralisation sur l'ensemble du territoire national, il serait nécessaire de recruter l'équivalent de plus de 1 700 emplois temps plein travaillés de médiateurs, soit 6 fois l'effectif actuel. La Commission a donc souhaité éviter qu'un allongement des délais pour obtenir un rendez-vous dans un service de médiation familiale qui n'aurait pas les moyens de répondre aux attentes ne retarde excessivement le règlement du conflit qui ne pourrait, pendant ce temps, que s'envenimer encore plus. C'est pourquoi la Commission a précisé que l'obligation de médiation préalable pourra être écartée si, compte tenu des délais dans lesquels la médiation est susceptible d'intervenir, les parties courent le risque d'être privées de leur droit d'accéder au juge dans un délai raisonnable. Elle a en outre souhaité exempter les parents de l'obligation de médiation préalable lorsqu'ils déposent conjointement une demande de décision relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale ou lorsque l'un des deux a déposé la demande et que l'autre ne s'y oppose pas. Voilà, Madame la Présidente, Monsieur le garde des Sceaux, mes chers collègues, les principales modifications que la Commission des lois a souhaité apporter à ce texte. Ce texte contient des mesures intéressantes et vraiment dans le sens d'une clarification et d'une amélioration du fonctionnement de notre justice. Encore faut-il veiller à sauvegarder l'équilibre entre les mesures proposées et les moyens qui seront consacrés à leur mise en œuvre et faire en sorte que la simplification des procédures juridictionnelles ne se traduise pas par une banalisation de certaines d'entre elles qui amoindrirait leur impact. C'est ce à quoi la Commission des lois s'est efforcée de veiller tout au long de l'examen de ce projet. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le rapporteur. La parole est à Monsieur Marcel Pierre Cléache, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères. Madame la Présidente, Monsieur le garde des Sceaux, mes chers collègues, la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat a souhaité se saisir pour avis des articles 23, 24 et 26 du projet de loi qui concerne la justice militaire. En accord avec le président
et le rapporteur de la commission des lois, que je tiens à remercier, notre commission a ainsi reçu une délégation au fond pour ces 3 articles. Le projet de loi prévoit de supprimer le tribunal aux armées de Paris, qui est compétent pour infractions commises par ou à l'encontre des militaires à l'étranger en temps de paix. Il s'inscrit ainsi dans le prolongement des précédentes réformes de la justice militaire, notamment la loi de 1982, présentée par notre collègue alors garde des Sceaux, qui avait nos militaires sur le territoire de la République et la compétence aux juridictions de droit commun spécialisées. La suppression du tribunal aux armées de Paris et le transfert de ses attributions à la formation spécialisée du TGI de Paris marquerait donc l'achèvement de l'intégration de la justice militaire dans la justice de droit commun en temps de paix. Déjà, Napoléon considérait qu'on est citoyen français avant d'être soldat, et Clémenceau estimait que la justice militaire est à la justice ce que la musique militaire est à la musique. C'est un peu méchant quand même. Je précise que cette réforme ne vise que le temps de paix et qu'en temps de guerre, le Code de justice militaire prévoit le rétablissement des tribunaux militaires. Je ne cacherai pas que j'étais au départ assez réservé sur cette réforme, par crainte d'une moindre prise en compte de la spécificité militaire devant les juridictions ordinaires. Toutefois, ma position a évolué au fur et à mesure de mes auditions et je suis désormais rassuré sur ce point. 3 principaux arguments militent en ce sens. Tout d'abord, le tribunal aux armées de Paris n'a de militaire que le nom, puisqu'il est composé exclusivement de magistrats civils et qu'il applique le Code de procédure pénale. Ensuite, l'armée de Paris reste une juridiction hybride, le ministère de la Défense et les dépendance et de partialité de cette juridiction. De plus, elles ne tiennent pas compte de l'évolution du statut de la magistrature et surtout de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin, le volume d'activité de cette juridiction est très faible. Le tribunal aux armées de Paris reçoit environ 1600 à 1700 procédures et prononce entre 180 et 190 jugements par an. La suppression de cette juridiction serait donc source de simplification et de rationalisation. Comme j'ai pu le constater lors de mes auditions, cette réforme est accueillie très favorablement par les militaires. En effet, à leurs yeux, ce qui compte, c'est moins le maintien d'une juridiction spécialisée dont la dimension militaire est surtout déjà symbolique que la prise en compte de la spécificité militaire. Cette spécificité tient en particulier à l'avis préalable du ministre de la Défense avant l'engagement de poursuites à l'encontre d'un militaire et à l'impossibilité pour la victime de faire citer directement un militaire devant une juridiction de jugement. Or, ces règles particulières seraient maintenues avec la réforme. Titre anecdotique, je préciserai que le tribunal aux armées de Paris a son siège dans une caserne militaire, celle de Reuilly Diderot, que je connais bien, parce que j'y ai séjourné plusieurs mois pendant mon service militaire avant de partir en Algérie. Or, le ministère de la Défense s'est engagé à céder cette caserne à la ville de Paris afin d'y construire des logements sociaux. Tout en approuvant cette réforme et en m'inspirant de la proposition de loi que j'avais déposée au Sénat, j'ai proposé 5 amendements à notre commission qui les a adoptés à l'unanimité. Nous avons ainsi estimé indispensable de prévoir l'avis du ministre lorsqu'un militaire est susceptible d'être poursuivi à la suite d'une plainte contre X, d'une plainte avec constitution de partie civile ou à l'occasion d'un réquisitoire supplétif. Cet avis est un élément très important car il permet d'apporter un éclairage sur des situations opérationnelles complexes, notamment en opérations extérieures, comme en Afghanistan par exemple. Je rappelle que cet avis, encadré dans le délai d'1 mois, est un simple avis consultatif qui ne nie pas le procureur de la République. Nous avons ainsi clarifié les compétences concernant les infractions commises. Nous avons aussi clarifié les compétences concernant les infractions commises à bord des navires ou des aéronefs militaires. En outre, nous avons souhaité simplifier la définition de la désertion. Contrairement à ce que l'on aurait pu penser, la professionnalisation des armées ne s'est pas traduite par une diminution des cas de désertion, bien au contraire.
D'après les données du ministère de la Défense, les désertions ont augmenté de 500% en 10 ans. Les juridictions sont donc inondées de cas de désertion qui, la plupart du temps, ne font pas l'objet de condamnation. Nous avons donc souhaité clarifier et harmoniser la définition de la désertion, qu'elle intervienne sur le territoire ou à l'étranger. Enfin, nous avons souhaité faire quelques observations. Ainsi, nous pensons, Monsieur le garde des Sceaux, qu'il serait utile que le ministère de la Justice lance une réflexion sur l'idée d'un regroupement des juridictions de droit commun spécialisées en 2 ou 3 pôles spécialisés en matière militaire. Ce regroupement aurait en effet le mérite de renforcer la centralisation des affaires militaires et la spécialisation des magistrats. Je voudrais également insister sur la formation des magistrats. En effet, compte tenu de la professionnalisation des armées, mais aussi de la féminisation de la magistrature, il me paraît indispensable de renforcer la formation des magistrats aux affaires militaires, à l'ENM ou par des stages. Par ailleurs, je voudrais vous faire part de mon inquiétude sur l'avenir du corps des greffiers militaires. Ces greffiers militaires, qui sont souvent d'anciens militaires, apportent en effet une expertise précieuse aux juges chargés de ces affaires. Il serait utile, à mes yeux, d'engager une réflexion sur l'avenir de ce corps en voie d'extinction. Enfin, compte tenu des difficultés matérielles actuelles de la justice, il me semble que cette réforme devrait s'accompagner d'un transfert en termes de personnel et de moyens de la part du ministère de la Défense au ministère de la Justice. Je pense notamment aux frais de fonctionnement du tribunal, qui sont relativement limités, mais aussi aux frais de justice, qui peuvent représenter un montant assez élevé en matière militaire. La Commission des Affaires étrangères, de la Défense et les Forces armées vous recommande donc l'adoption des articles 23, 24 et 26 du projet de loi, tels que modifiés et complétés par les amendements qu'elle a adoptés. Je vous remercie. Merci, Monsieur le rapporteur. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame la Présidente Nicole Borvo-Cohen-Seat pour le groupe CRC-SPG. Madame la Présidente, Monsieur le garde des Sceaux, chers collègues. Alors, c'est à nouveau un texte fourre-tout que vous nous présentez, Monsieur le garde des Sceaux. Je le dis tout de suite, nous ne le voterons pas, et pour plusieurs raisons, la moindre n'étant pas le contexte dans lequel ce débat intervient. Ce texte mêle, et cela devient trop fréquent, au Parlement, des dispositions disparates quant à leur nature ou à l'enjeu qu'elles recouvrent. Ce qui, soit dit en passant, mêle forcément des choses avec lesquelles on est d'accord, mais malheureusement d'autres avec lesquelles on ne l'est pas et qui sont beaucoup plus préoccupantes. Après d'autres textes avant celui-ci, il a surtout pour objet de décliner des propositions émises par la commission Guinchard. Donc, on l'a déjà dit à d'autres occasions, on fait des réformes par petits bouts, sauf que, je le crains, cela consiste à masquer les enjeux actuels en matière de fonctionnement de la justice. D'ailleurs, le rapport Guinchard avait un objectif clair puisqu'il disait c'est un rapport qui se veut global, en ce sens qu'il envisage la répartition des contentieux dans une cohérence totale avec la réforme de la carte judiciaire. Or, comme vous le savez, nous n'avons pas été d'accord avec la réforme de la carte judiciaire. Et je ne vais pas y revenir ici, mais évidemment, tout ça a aussi une cohérence. Je veux dire, la cohérence existe aussi chez ceux qui s'opposent à vos réformes. Alors, les réformes ne sont pas allées de pair dans le temps, mais effectivement, elles sont cohérentes. Et quand même, la grande cohérence de tout ça, c'est la volonté de gérer les moyens indigents de service public de la justice. Il suffit de lire l'exposé des motifs ou l'étude d'impact, ce qu'on y trouve, la rationalisation, l'allègement, la spécialisation, la simplification des procédures. Dit comme ça, on pourrait dire oui, il faut effectivement rationaliser, alléger, ça dépend, spécialiser, là aussi, ça dépend, et simplification, pareil. Donc, par contre, il n'y a pas d'ambition pour l'institution judiciaire. La réforme de la carte judiciaire avait pour objet
de fermer un nombre important de tribunaux. C'est réalisé, 178 tribunaux d'instance, 17 tribunaux de grande instance supprimés. C'est donc une régression du service public de la justice que le projet de loi, bien entendu, accompagne. Le dogme est encore la réduction des dépenses publiques et l'application de la RGPP, quelles que soient les conséquences sur les justiciables. Ce projet a été déposé sur le bureau du Sénat il y a déjà plus d'1 an. Donc déjà se pose une question, pourquoi tout à coup y a-t-il nécessité de mettre l'urgence et de le faire voter à toute force au Parlement ? Qu'est-ce que ça signifie au moment même où l'institution judiciaire connaît une crise profonde ? L'urgence réelle n'est-elle pas de répondre aux cris d'alarme lancés par les professionnels de la justice ? Nul n'ignore que 5000 d'entre eux manifestaient à Paris et dans toute la France le 29 mars, dans la diversité de leur statut, une première d'ailleurs. J'étais à leur côté et je peux en témoigner. Vous le savez bien, monsieur le garde des Sceaux, la situation des tribunaux est tout simplement catastrophique pour beaucoup, je ne dis pas partout, mais hélas, dans beaucoup d'endroits. Certains n'ont plus de quoi ouvrir le courrier, d'autres de faire des photocopies, enfin bref, d'autres d'envoyer les actes, enfin voilà. Vous restez sourds à cette réalité et je crois qu'on ne réglera rien sans prendre à bras-le-corps la question prégnante des moyens de la justice. On ne réglera rien en multipliant des réformes partielles destinées à masquer le fond du problème. Promouvoir une justice plus efficace, plus rapide, comme vous aimez le dire, suppose des moyens, sauf à renoncer à l'ambition d'une justice égale pour tous. Voilà. Égalité et réduction ne peuvent pas se concilier aujourd'hui. Certes, vous avez annoncé la création de 485 postes. Non seulement c'est bien en dessous des besoins, mais vous les avez immédiatement affectés à la mise en œuvre de vos futures réformes et ils ne sont de toute façon pas prévus au budget. Le présent projet de loi s'inscrit dans cette logique, avec pour déclinaison la déjudiciarisation, la centralisation, la spécialisation qui devient un postulat. On a le sentiment que peu à peu, le service public de la justice s'organisera autour de quelques grands pôles d'expertise. Le sentiment aussi d'assister avec ce projet de loi à une sorte de jeu de dominos. Pour la deuxième fois depuis sa création en 2002, vous réformez la justice de proximité. Il s'agissait alors d'ajouter une troisième juridiction de première instance au TGI et aux tribunaux d'instance. Le groupe CRC s'y était opposé. Nous avions soulevé un risque de confusion avec l'installation d'un nouvel ordre judiciaire. Cette crainte, je le rappelle, était aussi celle de nos collègues Jean-Pierre Chostec à l'époque et Pierre Fauchon, rapporteur. Et c'est aujourd'hui vous qui parlez de confusion. Notre position était claire, la juridiction de proximité, ce sont les tribunaux d'instance. Les juges de proximité, ce sont les juges d'instance. Plutôt que de les doter de moyens nécessaires à leur fonctionnement, majorité et gouvernement ont préféré leur retirer des compétences au profit des nouveaux juges de proximité à l'époque, avant d'en supprimer avec la nouvelle carte judiciaire. En 2005, les juges de proximité ont vu leurs compétences élargies, ce qui a modifié leur rôle vers un contentieux de masse. Cela sans que le bilan promis, rappelez-vous, enfin vous n'étiez pas garde des Sceaux, mais vous avez la mémoire historique des gouvernements de la même majorité en quelque sorte, et le bilan n'a jamais été fait. Aujourd'hui, vous les supprimez. Et vous voulez supprimer la juridiction de proximité, rattacher les juges de proximité au tribunal de grande instance, évidemment, puisqu'il y a de moins en moins de tribunaux d'instance. Il est clair, les difficultés actuelles ne seront pas résolues, puisqu'ils exerceront toujours des attributions au tribunal d'instance et au TGI, au civil et au pénal. Vous dites qu'ils ne seront pas en situation de sujétion par rapport au président du TGI, à voir. C'est lui qui pourra décider de leur affectation en fonction des besoins de sa juridiction. De fait, ils compenseront pour une part l'insuffisance en nombre des juges professionnels. Ce projet de loi procède à une nouvelle répartition des compétences dans des domaines très divers, voies ferrées, préjudices liés au classement des objets au titre des monuments historiques, objets laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes ou hôteliers, et j'en passe. Quelle lisibilité le justifiable peut-il attendre de la loi avec un tel fatras de modifications au coup par coup ?
Vous faites de la spécialisation une règle, là aussi dans des domaines disparates, départition prud'homale, et ce sans prévoir des moyens supplémentaires pour les TGI, droit de la propriété industrielle avec l'objectif de donner une compétence nationale au TGI de Paris, contentieux douanier que vous rattachez au TGI. Quant aux juridictions spécialisées en matière d'accidents collectifs, je m'interroge sur leur pertinence. J'entends bien que la complexité de ce contentieux exige des moyens d'investigation et de jugement importants, mais je ne suis pas certaine que la spécialisation à outrance soit la bonne réponse. Sur le pôle compétent en matière de crimes contre l'humanité, ne croyez-vous pas qu'une telle disposition aurait mérité beaucoup mieux que d'être noyée au sein d'un texte fourre-tout ? Dès la première heure, nous avons approuvé la perspective de ce dispositif annoncé il y a plus d'un an, à grand renfort de presse d'ailleurs, par Mme Alliot-Marie et M. Kouchner. Ils ne sont plus là pour en parler. Nous partagions évidemment l'objectif affiché. Je cite, « Patrie des droits de l'homme, la France ne sera jamais un sanctuaire pour les auteurs de génocide, de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité », écrivait-il. Permettez-moi quelques réserves quant à cette détermination. Rappelez-vous, mes chers collègues, quand cette tribune est parue dans Le Monde, le gouvernement, tribune des précédents, le gouvernement tergiversait encore sur le deuxième projet de loi d'adaptation de notre droit pénal à l'institution de la CPI. Le texte, alors en navette, adopté en juillet dernier, offre une quasi-impunité aux auteurs présumés de crimes internationaux présents sur le territoire français. Il leur suffit de ne pas faire de la France leur résidence habituelle. C'est facile. Sans compter d'autres verrous procéduraux. J'éprouve donc une crainte. Le nouveau pôle spécialisé sera-t-il en mesure de répondre aux intentions affichées ? Les dispositions juridiques seront-elles à la hauteur de ce que devrait être l'exigence de notre pays en matière de crimes internationaux ? Je note d'ailleurs que si l'intitulé de l'article 16 du présent projet évoquait les crimes de guerre, ils avaient été oubliés après dans le texte. Il est de ce point de vue très positif que notre amendement, le rapporteur, et nous avions un amendement dans ce sens, ait permis de viser clairement les crimes de guerre et de torture dans le texte. Oubli peut-être non significatif, mais oubli quand même. J'espère désormais, Monsieur le Ministre, que vous-même et le gouvernement sauront vous attacher à doter ce pôle des ressources et des moyens nécessaires à sa mission. Ce projet de loi porte aussi sur le droit de la famille. Je rejoins notre rapporteur qui a proposé de supprimer l'article 13. Je pense en effet qu'il n'est pas prudent, pour les garanties des parties, d'écarter l'intervention du juge en matière de divorce par consentement mutuel, même en l'absence d'enfants mineurs. Le consentement mutuel, hélas, cache quelquefois un faux consentement. Quant à l'expérimentation de l'obligation de recourir à peine de nullité de la procédure à la médiation familiale en cas de saisine du juge pour l'exercice de l'autorité familiale, elle pose des problèmes importants. Le problème du consentement, tout d'abord, pour les mêmes raisons que précédemment. Le problème du financement, si cette mesure devait se généraliser, nul doute qu'il pèsera pour beaucoup sur les justiciables. Il manquera 1700 médiateurs familiaux si la mesure était généralisée. Il semble évident qu'un marché privé de la médiation va pouvoir se développer, ce que je déplore complètement. Vous procédez aussi dans ce texte à une extension très large des procédures simplifiées, tout particulièrement l'ordonnance pénale et la comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité qui n'est pas pudiquement appelée plaider coupable. Nous y sommes cette fois encore totalement opposés. Nous refusons cette démarche qui consiste à produire toujours plus de condamnations dans un temps toujours plus réduit et avec toujours moins de garanties pour les justiciables. Avec ces procédures sont mises en cause une pluralité de droits, celui à un débat contradictoire, à la publicité des audiences, à l'impartialité du juge, à l'individualisation de la peine. Vous aimez dire qu'il faut tenir compte des victimes. Mais précisément, le droit au débat contradictoire, par exemple, est aussi un droit pour les victimes. Et vous continuez de ne pas répondre à la question d'une meilleure prise en compte de leur démarche et de leur accueil. Mais évidemment, là encore, cela demande beaucoup plus de moyens que la justice n'en a aujourd'hui. Vous dites que les droits sont garantis puisque l'accusé acceptera la sanction proposée. Mais mettez-vous à sa place, bien souvent dans les faits, quel choix aura-t-il ?
Non, mes chers collègues, le justiciable n'y gagne pas avec un traitement plus rapide de sa procédure. La justice a besoin de solennité, il faut toujours le répéter, comme elle a besoin de temps pour garantir le respect des droits fondamentaux des justiciables et je voudrais dire aussi des victimes, sauf à la rendre plus illisible et plus inaccessible. Et s'il faut en effet désengorger les tribunaux, ce ne peut être qu'avec moins de textes sécuritaires et des moyens adéquats. Le recours au juge ne peut pas être considéré comme un problème de coût à réduire pour les finances publiques. Il est, de par son statut, garant d'une justice équitable au nom du peuple pour laquelle il la rend. Il ne peut pas le faire dans la précipitation. Là, évidemment, dans ce texte vient la suppression, on va dire, je mets des guillemets, de la justice militaire. Nous y sommes totalement favorables. Bon, je crois que ce texte est un aboutissement de ce qui n'a pu aboutir en 1982. Et c'était dommage à l'époque. L'armée s'y était opposée, vous vous le rappelez, pour ceux qui ont connu cette époque. Aujourd'hui, nous sommes tout à fait favorables, évidemment, à la suppression du tribunal des armées de Paris. Mais je le regrette, le fait d'être d'accord et tout à fait d'accord avec ça ne peut pas absoudre le texte d'autres questions que je viens d'évoquer. Ce projet confirme l'appréciation formulée par le médiateur de la République dans son dernier rapport des politiques brouillées par l'empilement législatif. Ce texte constitue un empilement législatif en lui-même. Et avec l'aval de la majorité de la Commission des lois, le gouvernement en rajoute avec sa dizaine d'articles additionnels. Nous demandons carrément leur suppression parce que ce n'est pas une méthode de gouvernement. Ce projet, qui plus est, va être suivi de textes que vous venez d'annoncer, que vous avez présentés, Monsieur le garde des Sceaux, au Conseil des ministres, là aussi supposés devoir être adoptés à la hâte, avant la fin de la session parlementaire, comme donc réforme des jurés, avec la création des jurés que vous appelez populaires, avec là aussi un brouillage à prévoir. Avez-vous réfléchi, par exemple, au fonctionnement d'audiences correctionnelles où vont se côtoyer juges professionnels, juges de proximité et assesseurs citoyens totalement ignorants des procédures correctionnelles? Réformer la justice doit avoir pour objectif d'améliorer le service rendu aux justiciables en n'oubliant pas les personnes les plus démunies, les plus modestes, qui doivent pouvoir, elles aussi, accéder au service public de la justice. Or, nombre de dispositions de ce projet de loi prennent le chemin inverse. Nous sommes à milieu du débat à avoir sur les évolutions de notre système judiciaire, l'indépendance des magistrats du parquet, la question du maintien d'une instruction indépendante, les conditions précisément d'un rapprochement de la justice et des citoyens, ou encore la nécessité d'une justice spécifique des mineurs, à laquelle vous entendez encore donner un coup de canif grave. Et voilà, nous sommes à milieu de ce débat sur les moyens qu'il est urgent d'accorder au service public de la justice, au civil comme au pénal, pour qu'il fonctionne. Donc, examiner ce projet dans la situation de crise profonde où est aujourd'hui notre institution judiciaire est tout à fait, pour nous, inacceptable. Donc, nous voterons contre ce texte. Merci Madame la Présidente. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Michel pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, Monsieur le garde des Sceaux, mes chers collègues, nous vivons là, en ce moment, une véritable provocation. Et ceci à 3 points de vue, dont vous n'êtes pas complètement responsable personnellement, Monsieur le garde des Sceaux. Tout d'abord, la provocation, c'est les conditions dans lesquelles nous discutons d'un texte de procédure pénale, qui est un texte compliqué, comme tous les textes de procédure pénale. Les travaux de la commission des lois le montrent, mais comme tous les textes de procédure pénale, depuis quelques années, c'est la procédure d'urgence, la procédure accélérée. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas au Parlement faire son travail. Et l'expérience montre que sur ces textes de procédure pénale, plusieurs lectures à l'Assemblée et au Sénat sont parfois nécessaires
pour éviter des erreurs, etc., etc. Or là, il n'en est pas question. Ce texte, en plus, a été déposé il y a plus d'1 an. Il vient aujourd'hui, ce soir. Bon, je ne qualifierai pas le moment où il vient. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Y a-t-il une urgence particulière? Moi, personnellement, je n'en vois pas. Deuxième provocation, le contexte, comme cela a été dit avant moi, dans lequel ce texte vient. Il vient au milieu de plusieurs autres textes déposés par votre ministère et, à cet égard, je pense, monsieur le garde des Sceaux, que vous auriez été mieux avisé d'écouter les recommandations du Conseil supérieur de la magistrature qui, notamment en ce qui concerne la récidive, mais aussi en général, en extrapolant, vous recommande de ne pas accélérer la production législative de cette façon-là pour permettre aux tribunaux et au personnel de justice de la digérer, si j'ose dire. D'autre part, on le sait très bien, la garde à vue vient d'être votée. Déjà, on dit, le Premier ministre lui-même d'ailleurs, que c'est un texte inabouti, qu'on ne pourra peut-être pas l'appliquer, qu'il faudra peut-être le revoir. Enfin bon, on entend des choses absolument incroyables. Je ne sais pas où on se demande où on se trouve. Bon, il vient d'être appliqué. Vous présentez au Conseil des ministres un texte, encore une fois, procédure accélérée, évidemment, comme ça le Parlement ne fera pas son travail, qui bouleverse totalement la procédure correctionnelle, qui bouleverse également la procédure d'assises et qui, contrairement au dernier avis du Conseil constitutionnel, éloigne le droit des mineurs de son autonomie pour le rapprocher du droit des majeurs. On verra ce qu'en pense le Conseil constitutionnel lorsqu'il sera saisi. Également, ce texte intervient dans, on l'a dit, je n'y reviens pas, dans un malaise profond quand même de l'institution judiciaire, même si vous essayez de calmer l'émotion des magistrats et du personnel. Peut-être que personnellement vous y réussissez, mais dans le gouvernement où vous vous trouvez et avec l'Élysée au-dessus, vous n'y réussissez vraiment pas. Troisièmement, sur le fond du texte lui-même. En effet, si l'on veut comprendre pourquoi ce texte arrive si vite, pour quelles raisons, eh bien, il faut examiner l'état de la justice aujourd'hui et en tirer les conclusions. Alors l'état de la justice aujourd'hui, je ne vais pas, pour ne pas allonger trop nos débats, je ne vais pas faire une litanie, mais enfin quand même, monsieur le garde des Sceaux. Dernièrement, les cours d'appel, vous leur avez notifié un abaissement très important des crédits affectés aux rémunérations de tous les auxiliaires. Et donc, les cours d'appel prennent des décisions brutales et drastiques dans des renouvellements, non-renouvellements de contrats de vacataires, suppression de postes d'assistants de justice, réduction de vacations des postes de proximité, dans certaines régions, leur quasi-disparition. On sait que certains tribunaux ne peuvent plus payer leurs experts. Ah ben vous me direz, vous m'écrirez le contraire. Vous m'écrirez le contraire. On sait que certains tribunaux, comme celui de Nice, ne peuvent plus payer ses experts, qu'à Orléans, à Vennes-sur-Helme, à La Rochelle, à Amiens, à Tours, il y a un blocage des juridictions. Alors tout ceci, bien entendu, c'est la vérité. Et pire encore, la direction des services judiciaires a indiqué le 17 février dernier, lors d'une réunion concernant l'application de la pénale de Casiopée, que les vacataires qui seraient rémunérés doivent être affectés en priorité au déploiement de ce logiciel, ce qui aboutit évidemment à priver les autres services du renfort attendu. Donc les tutelles, etc., les greffes correctionnelles, notamment celui de Paris, n'auront pas les renforts attendus et continueront à ne pas pouvoir récupérer les milliers d'heures supplémentaires qu'ils ont effectuées. Tout ceci également fait que, comme vous avez fait des annonces dans le journal Ouest France, après un certain trouble. Ces annonces, il faut le prendre pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des annonces ministérielles. Voilà, c'est tout. Des annonces qui ne sont censées faire plaisir qu'à ceux qui les écoutent. Quant à ceux qui les profèrent, ils savent très bien qu'elles sont des annonces complètement en l'air. Car les crédits que vous avez annoncés, soit ils ne sont pas budgétés, soit ils seront affectés aux jurés auprès des tribunaux correctionnels, et donc ils ne pourront pas vraiment soulager et alléger le travail aujourd'hui des tribunaux. J'ajoute que la garde à vue, les jurés populaires, la nécessité pour les juges de contrôler les hospitalisations d'office bientôt dans la loi de 90, certes ce n'est pas le gouvernement qui l'a voulu, c'est le Conseil constitutionnel, tout ceci ne fera qu'accentuer encore le malaise. Alors, on voit bien que les dispositions de ce projet de loi les plus contestables, sous couvert d'allègement des procédures, sont essentiellement destinées à pallier la pénurie des personnels,
au mépris de quelques principes essentiels, comme le respect du contradictoire et la publicité de l'audience. Et c'est sur ces 2 points seulement que je voudrais faire porter mon propos. Tout d'abord, la suppression de la juridiction de proximité. Bon, créée par la loi Perben, nous avions voté contre. Aujourd'hui, malgré ce que dit M. Guinchard, qui n'est pas un orfèvre à la matière, les juridictions de proximité n'ont pas tellement démérité que ça. Certes, notre rapporteur l'a dit en commission, le bilan est mitigé, mais il y a tout de même un bilan. Tous les juges de proximité ne sont pas nuls. Certains juges de proximité sont très bien. Les juges de proximité ont pu alléger la charge des tribunaux d'instance, qui va être ailleurs accrue par le contentieux des tutelles des majeurs, et accrue aussi par les regroupements des tribunaux dus à la carte judiciaire de votre funeste prédécesseur, Mme Rachida Dati. Alors cette réforme, qui est purement utilitaire, ne répond pas d'ailleurs aux critiques qu'avait suscité à l'époque et qui continue à susciter peut-être les juges de proximité, c'est-à-dire statut précaire de ces juges, ben là-dessus on ne fait rien, difficulté de recrutement, on ne fait rien, absence quelquefois ou insuffisance de formation, on ne fait rien. Et aujourd'hui, le dispositif s'était amélioré, mais on supprime la juridiction de proximité. Alors pour en faire quoi? Ah mais bien entendu, on ne supprime pas les juges, on les garde, qu'ils soient bons ou mauvais, mais on les met à la disposition du président du tribunal de grande instance qui en fera des bouches-trous. Si j'osais un propos plus vulgaire, je dirais qu'il en fera des bonus au tribunal. Voilà la vraie raison. Et c'est comme ça que ça se passera, tout le monde le sait. C'est-à-dire que quand il manquera un assesseur en correctionnel, quand il manquera un assesseur en juridiction collégiale, civile ou à titre commercial, lorsque ce tribunal a la compétence, eh bien on prendra un juge de proximité et on le mettra là. Voilà exactement le propos de ce texte. Alors ensuite, sous couvert de simplification, le texte prévoit 2 mesures qui sont, à notre point de vue, totalement inacceptables. C'est tout d'abord l'extension de l'ordonnance pénale. Alors là, parlons-en. Moi, je pense, et nous pensons que le droit à l'audience, c'est-à-dire au contradictoire, et la publicité des débats, est un droit absolu. Absolu. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas à la mode, et que la préférence va à d'autres solutions. Notamment, on l'a vu encore ce matin, on l'a vu pour la garde à vue, on le verra pour la loi sur les hospitalisations d'office, à la visioconférence. Alors là, on a tout dit évidemment, les gens sont séparés par des kilomètres, le juge est à un endroit, la personne gardée à vue ou mise en examen ou en voie de condamnation ou hospitalisée d'office est ailleurs, et là, elle est devant un écran et il paraît qu'il faudrait qu'elle communique avec un juge ou que le juge puisse communiquer avec elle pour lui poser des questions. Tout ceci, vous en conviendrez, est totalement inacceptable, inacceptable, et fait fi de ce qu'est l'audience, c'est-à-dire le dialogue entre le juge et la personne qui est en face d'elle, quelle que soit la situation de cette personne. Et que par ce face-à-face, le juge se fait une opinion. Parce qu'il n'y a pas que ce qu'on dit devant un écran de télévision. Il y a la façon dont on le dit, il y a l'attitude qu'on a, il y a le degré de franchise qu'on met dans ses réponses. Tout ceci est perceptible dans l'audience. Il ne l'est pas, il ne le sera pas par le système de la visioconférence. Alors là, vous étendez l'ordonnance pénale de façon absolument extensive. Or, on sait très bien, tous les parlementaires qui sont ici et qui ont quelques années devant eux, ou derrière eux plutôt, de mandat, le savent. Dans nos permanences, nous recevons beaucoup de gens qui ont eu une ordonnance pénale. Alors, eh bien, ils reçoivent ça, ils lisent mal, parce qu'ils ne comprennent pas tout ce qui est écrit, c'est le cas de beaucoup de nos concitoyens, malheureusement encore, et puis ils ne font rien, ils attendent. Voilà. On leur dit dans un petit bout, vous pouvez faire opposition, il faut écrire. Ah, il faut écrire, alors il faut faire une lettre. Alors, monsieur le député, monsieur le sénateur, est-ce que vous pouvez me faire la lettre? Ah oui, je veux bien, mais je regarde. Ah, mais les délais sont dépassés. C'est terminé. On ne peut plus faire la lettre. J'en ai fait des lettres, mais encore faut-il que ça soit pris à l'avance. Donc, vous serez condamné. Voilà. Et vous ne pouvez pas contester. Ah, mais si, j'ai pas fait ça. Comment la police m'a arrêté? Ah non, c'est fini. Vous êtes condamné, c'est terminé. Voilà. Donc, voilà l'audience pénale, voilà l'ordonnance pénale, voilà l'extension de l'audience pénale. Et je m'étonne, monsieur le garde des Sceaux, vous qui vous présentez comme un homme de terrain, très souvent, que vous acceptez ceci, car vous connaissez très bien les justiciables. Vous êtes élu d'un milieu rural, même si vous êtes président du conseil général d'un département qui est très urbain. Mais il y a quand même des communes rurales tout autour. Et vous savez très bien que nos concitoyens
devant de telles procédures, ils n'y comprennent strictement rien et qu'ils sentent et qu'ils ont l'impression qu'ils ont été condamnés comme ça par l'arbitraire d'un juge qui rend un machin et qui l'envoie. Alors plus grave encore, à mon avis, plus grave encore est l'extension du champ, plus grave encore à de nombreux points de vue, y compris d'un point de vue constitutionnel, je regrette de vous le dire, et l'extension du champ de comparution, comment ça s'appelle ça, sur reconnaissance préalable de culpabilité, disons le plaidé coupable pour parler clair. Et ceci à l'ensemble des délits. Bon, alors, évidemment, on peut prévoir que quand ça rentrera en vigueur, procès Chirac, terminé, procès Tapie, terminé, procès Untel, terminé. Plaider coupable, ben bien sûr je suis coupable, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, très bien, on négocie, vous voulez payer combien, ou bien tel organisme, telle mairie ou tel parti paie combien pour vous, et terminé, il n'y a plus d'audience, il n'y a plus de publicité, c'est pas la peine de faire rentrer les mises en examen par une porte dérobée dans les palais de justice, c'est terminé. Voilà ce que c'est que l'extension du plaider coupable. Et personne ici ne peut me contredire s'il est de bonne foi. Donc, les procureurs, alors les procureurs, certes, monsieur le garde des Sceaux, vous l'avez dit et redit au moment de la garde à vue, ce sont des magistrats, oui, mais ce ne sont pas des juges. Mais ce ne sont pas des juges. Or, que font les procureurs aujourd'hui? Les statistiques, ce sont les vôtres. Celles des chiffres clés de la justice en 2010 sur, disons, arrondissons, 1 500 000 affaires pénales poursuivables. En 2009, 854 000 ont été, entre guillemets, jugés par les procureurs de la République. Chiffre auquel il faudrait rajouter 180 000 classements sans suite. Voilà. En revanche, les poursuites devant le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal de police, en baisse de 10,7%, 0,4%, 4,1% par rapport à l'année précédente. Et si on regardera, et quand on verra les chiffres de 2010, on s'apercevra que c'est la même évolution. Donc, le résultat, c'est que les procureurs deviennent des juges. C'est eux, d'ailleurs, qui connaissent la plus grande partie du contentieux pénal. Or, ça, à mon avis, ça se heurte aujourd'hui aux recommandations de la Cour européenne, y compris du Conseil constitutionnel. Et je crois que je pense que ça sera sanctionné. L'audience devient l'exception. Le juge qui juge devient l'exception, c'est le procureur de la République qui devient la règle. Eh bien, nous n'acceptons pas cette dérive. Alors, c'est vrai qu'il y a dans ce texte quelques dispositions qui sont plus positives, sur lesquelles je ne m'étends pas. C'est vrai que notre rapporteur Yves de Treigne a fait un travail très précautionneux et très minutieux, et qu'il a pu présenter des amendements qui ont corrigé un certain nombre d'excès. D'ailleurs, nous les avons approuvés. C'est vrai que le fait, contrairement peut-être à ma collègue présidente du groupe communiste, je pense que la spécialisation de certains tribunaux, les pôles, le fait que la propriété industrielle viendra au TGI, c'est peut-être plutôt mieux, parce qu'on trouvera des magistrats spécialisés. Également, je me réjouis, bien entendu, avec quelques années en arrière, de la suppression du tribunal aux armées de Paris. Mais je vois qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Je me souviens des débats en 1982 à l'Assemblée nationale. C'était la fureur. La fureur. La fureur. Des cris et des hurlements. On pourrait citer des parlementaires qui sont décédés depuis, d'ailleurs, comme Jean Foyer, pour qui j'avais beaucoup d'estime, mais qui n'en pouvaient plus d'éructer contre cette atteinte qui était faite à nos armées. Bon, alors aujourd'hui, on supprime le tribunal des armées de Paris. Je m'en réjouis, même si cette suppression va déférer l'examen d'un certain nombre d'affaires qui étaient devant ce tribunal et dont le délai de jugement sera encore allongé, car on prévoit bien que le TGI de Paris ne va pas se saisir immédiatement de ces affaires. Alors j'en cite quelques-unes. C'est quand même le rôle de l'armée face au génocide rwandais. C'est aussi les bombardements de Bouaké en 2004, en Côte d'Ivoire, où un certain nombre de militaires français ont été tués, et où les tribunaux militaires n'ont jamais voulu interroger les pilotes des avions qui les avaient trucidés. C'est aussi l'assassinat, toujours en Côte d'Ivoire, du coupeur de route Firmin Mahé. Alors tout ceci va être encore différé, et peut-être un jour, je ne sais pas quelle prescription viendra exonérer les militaires de délits ou de crimes qu'ils auraient commis dans l'exercice de leurs fonctions. Ça existe également, mes chers collègues, je le regrette. Donc vous comprendrez que malgré ceci, mais pour toutes les raisons précédentes, mon groupe votera contre ce texte. Merci, monsieur le sénateur. La parole est à monsieur Nicolas Alfonsi pour le groupe RDSE.
Madame la Présidente, Monsieur le Garde des Sceaux, chers collègues, notre discussion aujourd'hui ne peut être séparée du contexte de crise aiguë qui frappe notre justice depuis maintenant plusieurs années. Les retards en moyens accumulés durant cette période sont tels que les mesures de rattrapage de l'ordre de 4% votées en loi de finances sont loin de suffire à combler le manque qui affecte notre système judiciaire. Je rappellerai que le classement établi en octobre dernier par la Commission européenne pour l'efficacité de la justice place la France au 37e rang sur 43 pays en Europe, ce qui confirme l'observation que je viens de faire. Dès lors, le présent projet de loi ne répond pas à l'urgence avérée qu'il y a à mettre en œuvre enfin une profonde réforme de la justice. Le mouvement de protestation des personnels, Monsieur le ministre, de la Justice du mois dernier n'est que la dernière illustration en date de l'état d'exaspération inquiétant qui accable notre monde judiciaire. La priorité aussi n'est certainement pas d'examiner des textes comme celui-ci en procédure accélérée. Et pour parler clairement, ce texte est frappé de l'incohérence. Incohérence d'abord des dispositions hétérogènes qui forment un fourre-tout dont on a peine à trouver la ligne directrice. D'autres orateurs avant moi l'ont évoqué. Pourquoi un texte ad hoc transposant certaines recommandations du rapport Guinchard, dont il y aurait beaucoup à dire d'ailleurs par ailleurs, alors qu'un grand nombre de ces recommandations ont déjà été mises en œuvre dans d'autres textes législatifs ou réglementaires. Incohérence ensuite quant au momentum. Vous ne pouvez soumettre, Monsieur le ministre, un texte qui supprime les juridictions de proximité, mais vous venez de présenter un projet de loi sur les jurys populaires qui ajoute au désordre législatif actuel. Les juges de proximité avaient pourtant été créés par votre majorité en 2002, enfin, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, après des débats passionnés, afin de répondre, je cite l'ancien exposé des motifs, de répondre aux besoins d'une justice plus accessible, plus simple, capable de mieux appréhender les litiges de la vie quotidienne. Ce dessin n'était pas en soi critiquable, mais au lieu de donner toute leur chance à ces magistrats, les moyens budgétaires et humains n'ont jamais été à la hauteur de l'ambition initiale, en raison, je ne dirais pas des restrictions de crédit, parce qu'il faut avoir l'honnêteté de dire que depuis le début, depuis quelques années, le budget de la justice a régulièrement augmenté, mais les besoins étaient tels, le retard accumulé était tel par ailleurs, qu'il faut reconnaître encore une fois que les besoins sont encore là. Les exemples, d'ailleurs, montrant le dévoiement de la situation actuelle tournent à l'absurde. On l'a rappelé, je crois que c'est notre collègue Michel qui l'a rappelé. À Orléans, le budget du tribunal d'instance a été réduit de 30%. Les juges de proximité ne peuvent donc plus assister aux audiences correctionnelles afin que des crédits soient conservés pour payer des vacataires. Les vacations des juges de proximité du tribunal d'instance de Tours ont été divisées par 2 en 2010 en raison d'une baisse brutale des moyens de 27%. La Cour d'appel de Riom s'est même retrouvée dans l'impossibilité de rémunérer des juges de proximité. Nous quittons l'hémicycle du Sénat. Merci à vous d'avoir suivi cette séance. Si vous souhaitez la revoir, notre site internet publicsénat.fr. Prochain rendez-vous avec l'actualité politique et parlementaire sur Public Sénat, c'est à 19h avec le journal présenté par Michel Grossior. Très bonne journée à tous sur notre antenne.